Voilà, la tradition, la cloche du démarrage. Camille Hubach, bienvenue là ce matin pour cette matinale express de l'EIFR. L'EIFR, donc toujours au rendez-vous de l'actualité pour faire en sorte que entre régulateurs et régulés, on ait une convergence de vues, d'objectifs, de pensée en vue de l'amélioration de la compétitivité de la plateforme Europe. Alors, je pense que cette session aujourd'hui est absolument clé et la presse n'a pas mesuré complètement ce qui vient de se passer en Europe. Et la crise, comme d'habitude pour l'Europe, a permis de franchir une sorte de rupture dans la manière selon laquelle l'Europe va servir les citoyens et notre région dans le monde. Le fait qu'il y ait eu un accord avec les Allemands, le principe, qu'il y ait eu un engagement extrêmement significatif d'aide financière, on a vu entre 1500 et 2500 milliards de l'Europe, mais surtout sur le principe de son financement par le crédit, l'émission de pseudo treasury bonds européens, est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière dont l'Europe sera capable collectivement d'assurer une certaine solidarité, un partage et d'utiliser euh, tout un processus de financement par rapport à des priorités stratégiques qui sont essentielles. Donc je crois qu'il est très important avec Camille de faire le point sur la genèse de cette décision, le contenu de cette décision et la gouvernance d'usage de cet investissement pour les entreprises, pour les axes stratégiques, pour la révolution numérique, pour le green. Je pense que le moment que nous vivons et que Camille va qualifier de next generation, hein, c'est effectivement un grand pas pour les nouvelles générations européennes. Donc Camille, merci de participer ce matin et de nous expliquer comment cette révolution va se mettre en place. Merci beaucoup pour vos mots introductifs. Donc, je suis Camille Hubach, je travaille pour la Commission européenne, je suis conseillère économique à la représentation de la Commission européenne en France. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter effectivement la réponse de la Commission européenne à la crise du coronavirus, en remettant un petit peu les perspectives sur pourquoi est-ce que cette crise nous concerne et comment elle nous concerne tous. Quelles ont été les réponses apportées par la Commission européenne et par les institutions européennes de façon générale, et de vous présenter en particulier derrière le plan de relance et ces fameux Next Generation EU du plan de relance de la Commission européenne qui est inscrit dans la proposition de prochain cadre financier pluriannuel, donc le budget de l'Union européenne pour 2021-2027. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation en 35-45 minutes. Et puis, après, on gardera un peu de temps pour des questions-réponses ouvertes. Alors, comment est-ce que je fais défiler mes slides? Vous avez les petites flèches en bas. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le plan que je viens de vous présenter. Juste pour bien reprendre ensemble, qu'on soit d'accord sur le constat de base sur la crise sans précédent. Donc, aujourd'hui, on a, avec cette crise au départ sanitaire, un choc majeur sur l'activité économique dans toute l'Europe. Vous voyez en jaune que les prévisions économiques qui étaient les prévisions qu'on a publiées en février, donc avant que la crise se matérialise complètement, je me souviens qu'on pensait déjà et on réalisait déjà qu'il y avait quelque chose qui arrivait, qui allait avoir un impact fort, mais qu'on n'était pas capable de prendre en considération, donc qui n'était pas pris en compte dans les prévisions qu'on a publiées en février.
où vous aviez une progression du PIB relativement régulière, même si elle n'était pas extrêmement forte. Et là, en bleu, les prévisions que nous avons publiées début mai sur le choc économique par rapport de l'Union européenne. Donc, on estime à 7,5% de chute de PIB en 2020 pour l'Union européenne dans son ensemble. C'est des choses qui évoluent et qui évoluent assez rapidement. Donc, c'est encore des estimations forcément. Et même si on s'attend à une reprise assez forte en 2021 en proportion, on restera largement en dessous des niveaux de PIB de 2019, même 2018. Donc, non, les flèches, excusez-moi. L'impact, il est avant tout aussi social, c'est-à-dire qu'on a assisté à un arrêt de l'emploi très marqué depuis le début de la crise et le confinement et l'arrêt économique qui a été mis, et parallèlement une augmentation forte du chômage. On s'attend à un chômage à 9% pour l'année 2020 dans l'Union européenne, alors même que fin 2019, on était à 6,5% de chômage. Alors 6,7 sur l'ensemble de l'année, 6,5 fin 2019, qui était le plus bas taux de chômage depuis 20 ans dans l'Union européenne. Depuis 20 ans, je vous donne depuis 20 ans parce que ça fait 20 ans qu'on a une base de calcul harmonisée sur l'ensemble de l'Union européenne pour le chômage. Donc là, c'est vraiment, en dépit d'un certain nombre d'États membres qui ont pris des mesures très fortes sur les aspects sociaux, on s'attend vraiment à une répercussion sociale majeure. Il s'agit d'un choc, c'est ce que les économistes appellent un choc symétrique, dans le sens où il y a eu, en nature et en ampleur, il est comparable dans tous les États membres de l'Union européenne, même s'il va y avoir un impact différencié. Chaque économie a une spécialisation qui l'expose à cette crise de manière plus ou moins intense, plus ou moins marquée. Par contre, ce qu'on observe partout dans l'Union européenne, c'est que tous les États membres, quels qu'ils soient, seront en récession. On va être entre moins 4 et moins 10% en fonction des États membres, ou en tout cas dans cet ordre de grandeur. Donc l'Union européenne affronte un choc majeur, et on peut juste se réjouir que ce soit sur une base de situation relativement assainie, qui depuis ces dernières années, où il y avait eu un effort extrêmement important en termes d'aide publique, de déficit, d'amélioration par rapport au marché de l'emploi. Mais donc, c'est vraiment un choc pour l'ensemble de l'Union européenne et des répercussions, comme nous sommes très interconnectés, pour l'ensemble des États membres. Alors, par rapport à ce choc, le risque que l'on voit, c'est le risque d'une reprise inégale. Ça, c'est le graphique des niveaux du PIB fin 2021, donc dans 18 mois, par rapport au PIB à fin 2019. Et vous voyez qu'en fonction des États membres, on va être dans des situations quand même très différentes. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des risques de divergence, de fragmentation du marché intérieur, mais aussi un risque de déséquilibre de la monnaie unique. Et ça, on sait que c'est un défi majeur pour l'Union européenne dans son ensemble. La stabilité de la monnaie unique, la stabilité de l'euro est essentielle. Donc, tout ce que je vais vous présenter, des réponses qui ont été apportées, se font sur aussi dans un contexte où il y a une prise de conscience d'un besoin d'une réponse unique et cohérente de l'Union européenne dans son ensemble. Alors, voilà pour le constat. Après, ce que la Commission européenne a analysé, il y a dans le paquet qui a été adopté le 27 mai dernier par la Commission européenne un certain nombre de documents, dont un document un petit peu technique qui s'appelle un Staff Working Document, mais qui est important car il répond à une demande des chefs d'État et de gouvernement qui avait demandé à la Commission européenne d'estimer en fait les besoins qui allaient résulter pour l'Union européenne de cette crise en termes économiques et financiers. Donc en fait, ce Staff Working Document, dedans, vous avez toutes les analyses économiques et les différents scénarios que je pourrais résumer là avec cette slide, où en fait on estime des besoins d'investissement
au niveau macroéconomique de 1500 milliards pour 2020-2021. Donc en fait, c'est des montants qui sont quand même extrêmement élevés, qu'en parallèle, les fonds propres des entreprises vont avoir... Enfin, les entreprises ont beaucoup souffert, elles vont avoir des besoins en fonds propres qu'on estime autour de 1000 milliards en 2020, donc entre 720 et 1200 milliards en fonction des scénarios. On imagine qu'un tiers des entreprises auront complètement usé leur marge d'ici la fin de l'année en l'absence de soutien spécifique. Donc un tiers d'entreprises qui ont usé leur marge et un tiers de faillite potentielle, et que c'est une situation gravissime comme on n'en a pas connu sur nos générations. Et puis qu'il va y avoir un besoin de refinancement de la dette publique de 1700 milliards d'euros en 2020-2021. Donc on est vraiment dans des montants majeurs. Et là, avec ce panorama, je vous donne le constat, en fait, ce qui a préludé au fait qu'on ait une réponse adaptée. Donc, la réponse au niveau de l'Union européenne, sur ce background et sur la nature de la crise qui explique, en fait, notre réponse, on peut la voir en 3 temps. C'est presque 3 mois, 3 temps, avec d'abord une réponse au mois de mars à l'urgence qui s'est confirmée. La première chose, c'est le 13 mars, on a complètement flexibilisé les fonds structurels européens. Donc, c'est 70 milliards d'euros qui étaient encore disponibles, qui étaient complètement flexibilisés dans le sens où on a permis d'y recourir sans les règles de cofinancement, qu'on a permis de faire des arbitrages entre les différents fonds structurels pour pouvoir avoir une réponse d'achat de masques, très urgente et très opérationnelle par rapport à la crise. Ça, je voudrais souligner que en 9 jours, il a fallu 9 jours seulement pour que la Commission européenne puisse proposer et qu'il y ait un accord trouvé entre le Parlement européen et le Conseil sur cette proposition. C'est du jamais vu au niveau de l'Union européenne où on a un processus décisionnel qui est très très long. Et donc là, on a fait preuve d'une réactivité et tous les acteurs ont fonctionné dans le même sens avec une célérité assez louable. Le 18 mars, ensuite, vous avez la BCE qui a annoncé son programme de rachat d'urgence. Aujourd'hui, on est à 1350 milliards, j'y reviendrai. Et puis, par la Commission européenne aussi, vous avez dû voir passer à la mi-mars une activation d'un cadre temporaire pour les aides d'État, où on a flexibilisé beaucoup aussi la possibilité de répondre à la crise par des aides d'État, une approbation très fluide et très rapide des aides d'État des demandes d'aide d'État qui nous étaient soumises par les États membres. Et enfin, le 20 mars, l'activation de la clause dérogatoire du pacte de stabilité qui nous permet de déroger aux exigences prévues par le pacte de façon exceptionnelle en réponse à la crise. Donc ça, c'était vraiment la réponse à l'urgence. Ensuite, il y a eu une mise en place de nouveaux pare-feux. C'est le fameux programme SURE de soutien au chômage partiel. Je vais y revenir. Début avril, des nouveaux dispositifs du MES et de la Banque européenne d'investissement. Tout ça, ces 3 volets ont été approuvés à l'Eurogroupe avec un accord de principe début avril, avec une confirmation fin avril. Tout ça, ces pare-feux, ce qu'on appelle ces nouveaux pare-feux, SURE, le MES et la BEI, sont en place et peuvent être utilisés depuis le 1er juin. Et puis, en mai, une fois qu'on avait fait la réponse dans l'urgence, qu'on avait mis en place un certain nombre de pare-feux, il fallait pouvoir voir un petit peu à plus long terme, et c'est les fameuses plans de relance que la Commission européenne a proposé le 27 mai avec une proposition modifiée de cadre pluriannuel, donc de budget européen pour les années 2021-2023. Alors maintenant, je vais vous revenir un petit peu plus en détail sur ces différents points. La flexibilité, c'est ce que je vous ai déjà un petit peu évoqué. Donc, la réponse du mois de mars pour les aides d'État,
avec un cadre temporaire beaucoup plus flexible. Et une question qui s'est posée et qui se pose et qui fait partie aussi de notre diagnostic, c'est-à-dire que tous les États membres ne sont pas dans la même situation au départ. Donc certains vont pouvoir soutenir massivement leurs entreprises et donc n'ont pas les marges possibles disponibles pour ce faire, ou pas la capacité d'emprunter sur les marchés pour ce faire. Donc ça introduit aussi une divergence et cette question de la relance et la reprise et de pouvoir garder une unité et une cohérence dans l'Union européenne. Typiquement, les aides d'État mises en place par l'Allemagne, c'est presque 50% des aides d'État de l'ensemble de l'Union européenne. Je parle de celles en réponse à la crise. Donc, en France, par exemple, le PGE, les prêts garantis par l'État, tout ce type de mesures ont été autorisées par la flexibilisation des aides d'État au niveau européen. La flexibilité du pacte de stabilité, bon, ça c'est la clause dérogatoire qui fait qu'on n'est plus tenu temporairement par les règles, par les exigences de règles par rapport au déficit ou par rapport à la dette. L'action de la BCE, je vous disais, elle a tout de suite en avril annoncé un plan de rachat à 750 milliards d'euros qui a été porté le 4 juin à 1350 milliards et qui a été aussi étendu dans le temps. Initialement, c'était prévu pour jusque fin 2020 et on est désormais jusqu'en juin 2021. Et puis, la flexibilisation des fonds structurels non dépensés, c'était ce que je vous expliquais de mars dernier, où tout ce qui pouvait rester a été complètement flexibilisé, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un fonds à un autre, on peut utiliser de façon beaucoup plus souple, et notamment les règles de cofinancement ne s'appliquent plus, on peut utiliser jusqu'à 100% des fonds européens par rapport à ça. Donc, on pourra y revenir. Je vous ai mis quelques exemples. Vous pourrez disposer des slides après la présentation. Donc, pas d'inquiétude par rapport aux notes. Je vous ai mis quelques exemples de la façon dont ça a été utilisé en France sur ces différentes clauses, sur la flexibilisation du pacte de stabilité, sur les règles d'État, le prêt à Air France, le prêt à Renault, les PGE, et puis sur la façon dont les fonds régionaux ont pu être utilisés pour répondre à l'urgence également. Alors, la deuxième phase de la réponse était sur ces nouveaux pare-feux, avec le premier instrument, donc trois instruments qui sont basés sur des prêts, qui visent trois types d'acteurs, les travailleurs, les PME, les finances publiques, et qui sont gérés par trois institutions différentes. Le premier, c'est le fameux SURE pour Support to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency, qui est un soutien à l'emploi via un financement des prêts aux États membres pour qu'ils puissent financer des mesures de chômage partiel. Alors, en temps normal, un mécanisme comme SURE aurait pu prendre des années. Certains d'entre vous sont peut-être au courant des discussions qui durent depuis longtemps sur un mécanisme de ce type. C'est basé sur... donc, en fait, il s'agit de régimes nationaux de chômage partiel pour lesquels les États membres peuvent décider de faire appel à la Commission européenne, de faire un prêt auprès de la Commission européenne. L'idée, c'est qu'on expérimente des emprunts à travers le budget de l'Union européenne, mais cette fois-ci sur la base de garanties apportées par les États membres. C'est-à-dire que les États membres, on leur a demandé 25 milliards d'euros de garantie. Avec cette garantie apportée par les États membres, la Commission européenne peut aller sur les marchés financiers, emprunter à des taux favorables et reprêter aux États membres qui le souhaitent pour financer des systèmes de chômage partiel. C'est très novateur. Alors, c'est pas complètement nouveau. La Commission européenne est déjà sur les marchés financiers et emprunte déjà, mais ça n'a jamais été dans des proportions pareilles et surtout pour une question de chômage partiel. C'est vraiment un grand pas en avant qui a été fait au niveau de l'Union européenne. Ensuite, vous avez pour les PME la Banque européenne d'investissement qui a mis en place un système
effectivement doté de 25 milliards pour un potentiel de 200 milliards de garanties pour les PME. Et puis, le mécanisme européen de stabilité, donc le MES, qui a aussi également mis en place un système de garantie pour pouvoir prêter aux États membres qui le souhaiteraient ou qui feraient appel jusqu'à 2% de leur PIB. Donc là, on est sur un mécanisme pour les États membres de la zone euro avec excusez-moi, avec des conditionnalités qui sont tout à fait différentes de celles qui ont été jusqu'à présent imposées dans le cadre du MES, où la conditionnalité aujourd'hui, c'est essentiellement il faut que les États membres prouvent que ça sert à financer des mesures pour la santé directe ou indirecte. Donc, c'est extrêmement light. Voilà. Alors, troisième partie, troisième temps, c'est le plan de relance européen qui a été présenté le 27 mai dernier par la Commission européenne. Alors, pourquoi historique? Parce qu'on parle de montants et d'un impact économique sans précédent. C'est la première fois qu'on présente quelque chose de cette ampleur. C'est un plan de relance qui est ciblé sur les priorités d'avenir qui sont partagées dans l'Union européenne. Donc, on n'invente pas de nouvelles priorités, c'est vraiment celles sur lesquelles tous les États membres s'étaient mis d'accord. C'est toujours l'idée du pacte vert, d'une transition numérique, d'une Europe sociale. C'est relativement inédit. On va y revenir par rapport aux instruments qui sont utilisés. Et puis, c'est une mise en œuvre sur base de programmes communs par rapport à des programmes qui sont déjà connus, qui font déjà partie de notre système européen avec notre cadre, notre budget de l'Union européenne. C'était important pour la Commission européenne de construire ce plan de relance sur la base du budget européen afin d'avoir la force de frappe nécessaire, mais aussi la transparence et la confiance nécessaire entre les différents acteurs. C'est vraiment l'idée aussi de cette inscription dans le budget de l'Union européenne, c'est de favoriser la confiance, de favoriser la transparence en utilisant des programmes qu'on connaît et qui fonctionnent et qui ont prouvé leur efficacité. Alors, le renforcement substantiel. Donc, vous avez 3 niveaux. Vous aviez les mécanismes, les fameux pare-feu que je vous ai détaillés précédemment, qui sont en place jusqu'à fin 2020 et qui représentent un montant de 540 milliards potentiellement. Vous avez le plan de relance en lui-même qu'on a appelé Next Generation EU, qui est un renforcement temporaire jusqu'à fin 2024 pour 750 milliards d'euros. Et il est inscrit dans le cadre de la proposition de la Commission pour le budget 2021-2027 de l'Union européenne, qui a été revue. La Commission européenne avait fait une première proposition en mai 2018 qui était en négociation. On est parti de la dernière proposition de février dernier, un petit peu adaptée et revue, avec un montant de 1100 milliards d'euros qui a été proposé par la Commission européenne. Alors, les principes de base du plan de relance. Le principe, c'est de pouvoir augmenter le plafond des ressources propres de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que c'est que le plafond des ressources propres? C'est la capacité qu'a l'Union européenne d'engager ses ressources au-delà du cadre financier pluriannuel, au-delà du budget prévu. En février dernier, je vous parlais de la dernière proposition sur le budget 2021-2027. On était autour de 1,07% ciblé de dépenses qui correspondaient à des vraies dépenses qui étaient mobilisées année après année par des programmes. Mais le plafond, il n'était pas de 1,07, il était de 1,2%. Et c'est ce qui permet d'avoir une marge en cas d'imprévu entre les 1,07 et les 1,2% du PIB, enfin du RNB, excusez-moi, de l'Union européenne,
pour pouvoir financer des instruments sous forme de prêts. L'Union européenne, elle empruntait déjà. Ce qui est nouveau, en fait, là, aujourd'hui, c'est la magnitude d'emprunt dont on souhaite pouvoir disposer comme marge pour ce plan de relance. Alors, il y a 1,2%, c'est le plafond actuel des ressources propres. Enfin, j'espère que je suis claire, mais on pourra y revenir si jamais il y a besoin de réexpliquer un peu le mécanisme, qui est la garantie par les États membres au final, qui disent jusqu'à 1,2% du RNB, nous, on apportera les contributions nécessaires. Aujourd'hui, on propose deux choses. La commission fin mai a proposé deux choses. D'abord, d'ajuster de façon permanente, non pas à 1,2%, mais à 1,4% le plafond des ressources propres. Ça, c'est pour faire face aux incertitudes économiques dans lesquelles on est de façon générale, avec le Brexit aussi, en particulier, et toutes ces inconnus qui pèsent, avec le fait aussi que le revenu national brut, il va nécessairement baisser dans l'Union européenne, on l'a vu avec cette crise. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est d'augmenter de façon permanente à 1,4% le plafond des ressources propres de l'Union européenne. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est de dire que pour le plan de relance et temporairement, on va augmenter jusqu'à 2% du revenu national brut de l'Union européenne le plafond des ressources propres. Et qu'avec cette marge-là, on va pouvoir emprunter pour financer le plan de relance, le Next Generation EU. Donc, avec cette marge qu'on apporte en garantie, la Commission européenne pourra aller emprunter sur les marchés au nom de l'Union européenne, bénéficier d'une note et de taux favorables par rapport à ce dont bénéficient un certain nombre d'États membres grâce au triple A. On va emprunter sur des maturités longues, jusqu'à 30 ans, avec un remboursement qui va être différé dans le temps à partir de 2028 et jusqu'en 2058, et qui possiblement sera remboursé avec de nouvelles ressources propres. J'y reviendrai après, mais comme des nouvelles formes d'impôts qui pourraient venir alimenter le budget et refinancer les prêts. Donc, ça, je viens de vous présenter un petit peu combien d'argent, d'où il va venir, comment on va le lever et comment est-ce qu'on va financer. Mais qu'est-ce qu'on va financer? On va financer un plan de relance qui va être lié au prochain cadre financier pluriannuel en 3 piliers, avec d'abord un appui direct aux États membres. La première chose, c'est la facilité pour la reprise et la résilience, qui représente 560 milliards, avec 310 milliards prévus en subventions et 250 milliards sous forme de prêts, qui s'appuie en fait sur les discussions qui ont lieu depuis 2 ans au sein de l'Eurogroupe sur un programme d'appui aux réformes. Donc, ce n'est pas un nouveau dispositif, c'est quelque chose que l'on connaît, mais qui n'était pas nécessairement finalisé et qui est un petit peu réadapté pour répondre aux besoins actuels. La deuxième partie, donc là, on va vraiment s'inscrire dans le cadre du semestre européen. Je sais plus si... Là, on va vraiment s'inscrire dans le cadre du semestre européen, c'est-à-dire cet exercice annuel de coordination des politiques économiques et sociales et budgétaires entre les États membres et le niveau européen, dans le cadre duquel il y a un diagnostic qui est fait chaque année des besoins spécifiques par État membre, et dans le cadre duquel les États membres soumettent des projets de programme national de réforme. On va être vraiment sur quelque chose sur le temps plus long, la transformation de l'économie, les besoins de réformes structurelles des économies des États membres. Il y a un deuxième volet qui est le programme REACT-EU, qui s'appuie sur les fonds structurels pour 50 milliards d'euros, dont déjà 5 milliards dès 2020 en modifiant les allocations qui étaient prévues sur le budget 2020. Où là, on va être dans une réponse beaucoup plus dans l'urgence par rapport aux outils de soutien à l'investissement dans les États membres, avec toujours les mêmes priorités
de relance, de relance verte, d'investissement de transition numérique, mais aussi des choses très pragmatiques par rapport à des besoins sanitaires, par rapport à des besoins de réponse beaucoup plus court terme. Et puis, on va être également, on a proposé de renforcer le Fonds pour la transition juste, qui avait été proposé en début d'année par la Commission européenne dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, pour pouvoir accompagner les régions en transition, pour qui la transition écologique et climatique va être le plus difficile pour leurs économies et en termes sociaux, pour pouvoir accompagner cette transition. Donc, on renforce considérablement le Fonds pour la transition juste. Et il y aura également un renforcement du Fonds de développement rural pour accompagner la transition dans le monde rural, et notamment en accord avec les dernières stratégies adoptées par la Commission européenne en la matière sur la biodiversité et la fameuse stratégie de la ferme à l'assiette, farm to fork en anglais, pour l'adaptation du monde rural et de l'agriculture à nos exigences, à notre ambition de transition écologique et climatique. Le deuxième pilier, c'est un appui à l'investissement privé. Donc là, on va passer par essentiellement par la BEI, puis derrière par des banques de développement national. En France, c'est beaucoup, je pense à la BPI par exemple, avec plusieurs volets. Tout de suite, un volet pour un instrument de solvabilité via EFSI. EFSI, c'est le nom du plan Juncker, qui vise à renforcer les fonds propres des entreprises. Les fonds propres des entreprises qui sont viables, mais que la crise a sévèrement touché et qui ont dû puiser dans leurs fonds propres pour pouvoir survivre et pour pouvoir passer la crise. Donc là, l'idée, c'est par exemple, c'est encore une fois d'envoyer des garanties, d'envoyer un signal de garantie que la puissance publique européenne va prendre des participations, va garantir un certain nombre de choses et de pouvoir relancer aussi l'investissement privé derrière. Et puis, il y a également une facilité d'investissement stratégique sous InvestEU qui va être créée, donc un 5e volet qui va être créé par rapport au programme InvestEU qui avait été proposé déjà en mai 2018 dans la proposition de budget 2021-2027 par la Commission européenne. InvestEU, c'est effectivement le successeur du plan Juncker. On avait 4 volets existants, infrastructure, PME, innovation et sociale, qui vont être renforcés. Il y a un 5e volet qui va être créé, que l'on propose de créer, qui est une facilité d'investissement stratégique pour prendre des participations plus stratégiques par rapport aux besoins qui ont été identifiés aux chaînes de valeur dans l'Union européenne. Le 3e pilier, c'est tirer les leçons de la crise avec un renforcement considérable du programme de l'Union européenne pour la santé. Et puis, un renforcement du mécanisme de protection civile RescEU qu'on utilise pour réagir aux crises, un renforcement des programmes dont on a vu leur pertinence, comme dans la recherche, le Horizon Europe, qui doivent pouvoir aider tous ces programmes, par exemple, à accompagner les prochaines étapes de réponse à la crise, typiquement de trouver des vaccins. Renforcement de la coopération internationale et d'autres programmes de l'Union européenne qui peuvent être utiles dans ce cadre de post-crise qui nous a montré, qui a fait apparaître clairement les besoins et l'utilité d'un certain nombre de programmes au niveau de l'Union européenne. Donc là, je vous ai remis, on pourra y revenir, la proposition. En fait, vous revoyez quelle est la proposition initiale. Quelle est la nouvelle proposition, je veux dire, du cadre financier pluriannuel 2021-2027 proposé par la Commission européenne là, fin mai, et avec l'aspect spécifique plan de relance, donc temporaire jusqu'à 2024, qu'on appelle Next Generation EU, et vous voyez le total, titre par titre, sur les slides qui suivent. Encore une fois, vous les aurez derrière. Donc, dans le Staff Working Document que j'ai déjà mentionné, ce
ce document assez technique dans lequel on évaluait les besoins financiers et économiques de l'Union européenne post-crise. Il y a également une estimation de l'impact que ça pourra avoir, ce plan de relance pour l'Union européenne. Juste de mise en perspective, 750 milliards d'euros, c'est un peu plus de 5% du PIB de l'Union européenne, donc c'est pas négligeable. Et ça, c'est ce qui est mobilisé, mais c'est censé être bien plus que ça, car certains des instruments sont des instruments financiers qui permettent d'avoir un effet de levier. Donc on a des estimations assez conservatrices de simulation donc sur l'impact économique. On imagine que on estime qu'il doit y avoir un impact sur le niveau de PIB de plus de 2% d'ici à 2024, avec la création de 2 millions d'emplois supplémentaires. Surtout que les effets positifs seront positifs sur la croissance de chaque positif pour la convergence au niveau de l'Union européenne. Et que le ratio dette sur PIB doit baisser dans les pays les moins riches et n'augmenterait que très peu dans les pays les plus riches. Alors, on ne le met pas, je ne l'ai pas écrit ici, mais certains disent en fait que ce plan est presque autofinancé, que s'il a les effets escomptés d'ici quelques années, ça permet de retourner à un rythme de croissance et des rentrées fiscales qui permettraient d'autofinancer ce plan. C'est un peu trop tentant de le dire comme ça, mais c'est un peu le raisonnement aussi derrière, c'est que c'est nécessaire pour pouvoir repartir et alimenter de façon vertueuse la croissance qui permet de financer ce genre de plan. Alors, pour la France, qu'est-ce que ça signifie ? Aujourd'hui, dans les instruments que je vous ai présentés, notamment dans le premier pilier, la Commission européenne a déjà proposé une répartition pour de la facilité pour la reprise et la résilience sur la partie subvention, puisque la partie prêt ne fonctionne pas avec des enveloppes de la même façon, mais pour la partie subvention, donc 310 milliards d'euros, on a défini une clé de répartition qui est liée à la population, au taux de chômage et au PIB par habitant, et qui offrirait un potentiel de 32 milliards d'euros en France pour des subventions en France. Pour REACT-EU, donc les 55 milliards d'euros par rapport aux fonds structurels, l'allocation n'a pas encore été décidée. C'est ce que je vous disais plus vraiment par rapport à l'impact réel de la crise dans chaque État membre. Et donc, un certain nombre de données sur l'impact réel ne vont être disponibles que dans les mois qui viennent. On travaillera avec Eurostat et c'est plutôt à l'automne qu'on devra avoir une répartition. On va prendre en compte notamment le chômage des plus jeunes pour calculer la répartition. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a une forte concentration pour la facilité de la reprise et la résilience dans les États membres qui ont été les plus exposés à la crise. Je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne. Si vous rajoutez la Grèce à ça, vous verrez qu'on est quasiment à 50% des subventions pour ces pays. Voilà, donc maintenant, quelle est la suite? On a vendredi un premier Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement pour discuter de cette proposition. L'espoir, c'est de pouvoir conclure au mois de juillet un accord d'ensemble au niveau des chefs d'État et de gouvernement, sans doute via une réunion physique en juillet. On espère qu'elle sera possible. Si on pouvait avoir un accord d'ensemble à ce moment-là, ça signifierait qu'après, on aurait encore quelques mois pour négocier sur les 30 programmes européens sur lesquels conclure en deuxième partie de l'année entre le Parlement européen et le Conseil pour pouvoir avoir tout en place dès 2021. En parallèle, il y a cette question du relèvement du plafond des ressources propres, qui n'est pas une mince affaire puisque c'est un processus décisionnel qui se fait à l'unanimité des États membres et avec une ratification selon la constitution de chacun des États membres. Dans la plupart des cas, ça signifie un accord du Parlement national. Voilà.
Ben, écoutez, je vais m'arrêter là et puis si vous avez des questions, ben, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la limite de mes capacités. Merci beaucoup. C'est très chiffré. Je vais peut-être prendre le relais des questions posées par écrit sur le site, puisque on avait fait le choix de fonctionner comme cela sans vous déranger directement pendant la présentation. Il y a une première question qui porte sur les indications données dans quelques slides où on dit, où vous indiquez des chiffres potentiels. Et la question, c'est que signifient les chiffres potentiels entre parenthèses? Ce sont des montants mobilisables, global, via l'effet de levier? Alors, attendez, c'était… Alors, on le voit par exemple sur la slide 20. Oui. Voilà. Alors, les chiffres potentiels, particulièrement dans la colonne, le deuxième pilier sur l'appui à l'investissement privé, en fait, effectivement, c'est par effet de levier. C'est le principe qui est utilisé pour le plan Juncker, qui sera utilisé pour le plan InvestEU. Il y a une garantie apportée par le budget de l'Union européenne qui permet de mobiliser derrière des fonds privés pour des investissements. Donc, c'est toujours cet effet de levier. Donc, effectivement, avec, par exemple, les 31 milliards d'euros sur l'instrument de solvabilité, on est à un potentiel de presque x10, on dit x9 généralement, de 300 milliards d'euros d'investissement, en tout cas sur la base de ce qui a été fait ces dernières années. C'est des effets de levier qu'on a pu observer, même au-delà, mais on a plutôt des estimations prudentes dans ce plan de relance. D'accord. Une autre question porte sur la relocalisation des industries en Europe. Comment la Commission aborde-t-elle la question de la relocalisation des industries en Europe? La crise a en effet montré le besoin stratégique sur des produits à faible valeur ajoutée, masques, paracétamol, blues, et la dépendance marquée vis-à-vis d'États tiers. Comment est-ce qu'on reprend en main quelque part la souveraineté industrielle, si on peut dire, de l'Europe? Alors, pour ça, la Commission européenne a proposé début mars un plan, le nom m'échappe, mais enfin un plan industriel, une stratégie industrielle pour l'Union européenne, en même temps qu'une stratégie pour l'économie circulaire, qu'une analyse sur les barrières encore sur le marché intérieur et une véritable réflexion sur les chaînes de valeur stratégiques. Et donc, dans ce plan-là, il y a un certain nombre d'actions qui sont annoncées. Il y avait notamment un plan pharmacie pour justement pouvoir se réapproprier un certain nombre de parties de chaînes de valeur sur lesquelles nous sommes trop dépendants. Mais il n'est pas question de tout relocaliser non plus en Europe. L'idée, c'est de pouvoir avoir une certaine flexibilité, de pouvoir avoir une certaine maîtrise de nos chaînes de valeur. Parfois, la réponse, c'est aussi d'avoir une diversification des sources d'approvisionnement. C'est peut-être que le fournisseur, il ne doit pas être uniquement la Chine. Donc, il y a une partie de valeurs stratégiques qui sont identifiées sur lesquelles il va y avoir un effort de fait de relocalisation au niveau de l'Union européenne, ou en tout cas de réflexion sur la façon dont on doit pouvoir s'articuler, et puis une partie aussi qui correspond probablement à une diversification des sources, un peu comme on a fait l'effort sur l'énergie d'essayer de diversifier nos sources d'approvisionnement, de pouvoir le faire sur un certain nombre de domaines. Et pour ça, je vous renvoie à la stratégie qui a été publiée en mars, qui reste d'actualité, et où on prévoyait déjà, vous parlez du paracétamol, un plan sur les pharmacies. Dans le cadre de l'augmentation dans le pilier 3 du programme de l'Union européenne pour la santé, il y a aussi la capacité de mettre en place des stocks stratégiques au niveau de l'Union européenne qui peuvent être utilisés dans les États membres en fonction des besoins. Donc de pouvoir réagir aussi à cette question de stock qui n'existait pas au niveau de l'Union européenne. Je veux dire quand même votre attention sur le fait que sur la santé, reste une prérogative nationale et que donc, tout ce qui est programme au niveau de l'Union européenne pour la santé va être fait dans le strict respect
des prérogatives nationales par rapport à ça et de ce qui peut être ou ce qu'il est souhaitable de gérer au niveau de l'Union européenne, notamment cette question de stock. Oui, je vais peut-être rajouter un petit commentaire sur ce sujet-là, qui est un peu souvent caricaturé. Avec le IFR, c'est clair qu'on est très en faveur de développer une politique industrielle, une réflexion de stratégie et de politique industrielle en Europe, que ce soit pour l'industrie financière ou l'ensemble des autres industries. Mais en ce qui concerne la localisation, la délocalisation, il s'agit probablement aussi de mettre ça en perspective du développement de l'Europe dans un monde qui doit aussi être en croissance. Je pense en particulier à tous les pays émergents. Et quand je réfléchis à la localisation, on dit on va remettre des usines en France, mais quelle est la stratégie nécessaire, par exemple, sur les usines de Renault au Maroc, hein? Il est évident que pour l'Europe, il est essentiel de faire en sorte que les pays du Maghreb se développent, par exemple, que l'Afrique se développe, que la Turquie se développe. Et donc, la simple relocalisation sur le territoire européen ne peut pas être une réponse suffisante, puisqu'il faut avoir une vision beaucoup plus large des conditions de développement des pays qui accompagnent l'Europe et qui sont autour de l'Europe. Et sans leur croissance, l'Europe redeviendrait aussi en danger. Donc, ce processus de localisation doit être vu de manière beaucoup plus large que uniquement de se dire on va rapatrier des usines en Europe. Il y a ensuite une question assez focalisée sur la blockchain. Le projet de The European Blockchain Partnership est-il lié à InvestEU pour les PME? J'ai vu la question, j'ai pas la réponse comme ça. Je peux chercher, mais comme ça, je n'ai pas la réponse. Il y a tout un tas de réflexions sur la blockchain. Il y a des initiatives de la Commission européenne par rapport à ça qui ne sont pas forcément liées à InvestEU, mais si ce projet en particulier est lié à InvestEU ou pas, il faut que je cherche. Je ne connais pas tous les projets. D'accord, donc Bruno Schneider-Le Soft recevra sa réponse. Et ensuite une question sur qui dit... vous renvoyer le lien parce que je ne sais pas comment. Absolument, bien sûr. Derrière, mais je vous apporterai la réponse. On fera le relais, assurément. La BEI cite depuis longtemps les initiatives privées qui suivent les objectifs du MFF, par exemple la transition écologique via une participation dans des fonds infra-éoliens. Le plan de relance pourrait-il également comporter ce type d'initiative? Alors évidemment oui, l'ensemble de ce plan de relance et du prochain budget continue à soutenir les priorités qui ont été identifiées au niveau de l'Union européenne et notamment tout ce qui est pacte vert, transition écologique. Donc la transition écologique, c'est pas simplement le fonds de transition juste, qui est juste un tout petit volet très spécifique par rapport à des régions en transition, des régions charbonnières par exemple, qui sont fortement émettrices de carbone pour un accompagnement de leur transition écologique et climatique, mais c'est partout. Dans le plan de relance, il y a beaucoup de choses sur la rénovation des bâtiments, par exemple. Dans InvestEU, effectivement, il y a un pourcentage de plus d'un quart qui doit être affecté à des projets de transition écologique. Donc, partout dans ces programmes, il y a la dimension verte autant que la dimension de transition numérique pour l'ensemble de notre économie. Je passe ensuite à la question de M. Drig. Dans son plan d'investissement pour le Pacte vert pour l'Europe, la Commission a annoncé début 2020 mobiliser 1 000 milliards d'euros de 2021 à 2030. Quel impact du plan de relance sur l'effort consacré au Pacte vert? Quelle part de nouveaux investissements attendus de la part du secteur privé dans ce domaine? Et effectivement, c'est intéressant d'essayer de mieux comprendre l'articulation des différents programmes et des différents budgets. Qu'est-ce qu'il y a d'incrémental par rapport à ce qui était prévu précédemment? En fait, ce que la Commission a annoncé, c'était une partie qui était basée sur le budget de l'Union européenne, dont au moins 25%, la proposition de la Commission européenne doit être consacrée à cette transition, qui reste d'actualité dans la nouvelle proposition qui a été faite. Et dans l'ensemble
dans l'ensemble des programmes, il y a cette dimension-là. Je n'ai pas de chiffres particuliers à vous donner de combien de pourcentages vont être liés dans le plan de relance par rapport à ça. Mais par exemple, si vous prenez la facilité pour la reprise et la résilience, qui représente 560 milliards d'euros, elle se base sur le semestre européen. Dans le semestre européen, on identifie les priorités d'investissement. Dans les priorités d'investissement, il y a très clairement tout ce qui est transition écologique et climatique. Et tout dans les programmes de relance que vont présenter les États membres dans le cadre du semestre européen et qu'on invite à présenter d'ailleurs un premier projet dès la soumission du budget 2021 à l'automne prochain. Ces programmes vont devoir être alignés avec les recommandations du semestre européen, avec les plans énergie-climat qui sont présentés par les États membres. Et donc, dans ce cadre-là, c'est toujours une partie importante qui est consacrée à la transition et donc pour la relance également. D'accord. Par rapport au secteur privé, on est toujours sur les chiffres nécessaires qui ont été annoncés fin décembre, que je n'ai plus forcément en tête, pour la relance, pas pour la relance, excusez-moi, pour la transition écologique. On a besoin de faire appel au secteur privé pour pouvoir atteindre nos objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050. C'est pas simplement la puissance publique ne peut pas seule faire les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Okay. C'est toutes les finances vertes. Un point sur la microfinance. Est-ce que dans tout ça, il y a un aspect, quelque chose est prévu pour stimuler, aider la microfinance? Alors là, on n'est pas, en fait, on n'est pas sur un niveau de. Là, on est sur une architecture générale d'un plan de relance. Ça vient pas remplacer et mettre tout par terre de tout ce qui est fait jusqu'à présent au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne de façon générale. Donc, la microfinance, il y a des réflexions sur la microfinance au niveau de l'Union européenne, dans les paquets plus financiers et bancaires, et ça continue à progresser. Il n'y a pas un volet spécifique là dans l'architecture générale qui est dédié à la microfinance. Mais il faut rentrer dans l'autre sens sur tout ce qui est fait pour la microfinance dans le cadre de toutes les avancées sur l'union bancaire, l'union financière. Ok. Une autre question que vous voyez aussi, quid d'un projet d'envergure européen sur la mobilité verte? L'Allemagne veut devenir le pays de l'hydrogène. Faurecia et Michelin officialisent leur co-entreprise et ambitionnent de créer un leader mondial de la mobilité hydrogène en France. Ne peut-on pas envisager un projet au niveau européen? Mais il existe. Il y a un grand plan de soutien hydrogène au niveau européen. Donc en fait, c'est toujours le problème de communication de l'Union européenne, mais si vous cherchez dans Google Union européenne hydrogène, vous trouverez tout de suite tout ce qui est fait en plan de soutien par rapport à l'hydrogène. C'est quelque chose qui avait été développé beaucoup par le vice-président Šefčovič en parallèle de l'Alliance des batteries. Et ces projets-là existent et continuent d'exister. Simplement, les entreprises communiquent au niveau de ce qu'elles font et pas forcément sur les fonds européens qu'elles reçoivent pour ça. Ok. Une autre question qui m'arrive en parallèle, ou deux autres questions, une double question, pardon. Compte tenu de la forte hausse anticipée du chômage, peut-on dire que le plan de relance n'est pas suffisant? On espère qu'il le sera. Le plan de relance ne permet pas qu'il n'y ait pas de hausse anticipée du chômage. Ça permet de limiter ou de pouvoir suffisamment relancer l'économie pour que cette hausse soit le plus temporaire possible. D'une part, il y a toute la réponse qui a été apportée par les États membres, tous les systèmes de chômage partiel qui ont été mis en place, tous les systèmes de prêts garantis par les États, et la France a été aussi très réactive par rapport à ça. Et ça doit déjà amortir le choc et permettre de passer une période de crise, de pic
de crise, ou en tout cas de se donner un petit peu le temps de voir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu une hausse de chômage comme celle qu'on a pu constater par exemple aux États-Unis, puisqu'on a des systèmes et de protection et de filets de sécurité différents. Ce qu'on a fait au niveau de l'Union européenne, c'est de pouvoir mettre en plus ce système SURE, ce système de prêt pour les États membres qui ne seraient pas capables de financer à des conditions satisfaisantes, par exemple leur système de chômage partiel. Avec ce plan de relance, ce qu'on essaie, c'est de récupérer le plus vite possible une croissance. Donc une croissance, c'est de l'emploi. Et de pouvoir conserver cet emploi ou de revenir en emploi le plus vite possible. Mais pour autant, on n'imagine pas que l'emploi va pouvoir revenir au niveau de fin 2019 dans les mois qui viennent. D'accord. Et puis, un dernier point sur la situation spécifique d'un pays. Dans quelle hypothèse l'Italie devrait-elle avoir recours à l'ESM, au mécanisme européen de... MES, ouais. Alors aujourd'hui, le MES qui est disponible, qui est actif, en fait, aucun État membre n'a pour l'instant fait de demande auprès du MES. Peut-être parce que il est encore un peu tôt, que ça vient juste d'être mis en place et qu'il faut un peu voir venir. Parce que aussi les conditions de prêt sont toujours un peu plus élevées, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés que par exemple ce qu'on peut avoir dans le cadre du mécanisme SURE. Peut-être aussi parce qu'il y a toujours un peu d'inquiétude sur une stigmatisation du MES qui a été utilisée dans d'autres cas précédemment, même si aujourd'hui il n'y a pas du tout de troïka, pas de visite dans les États membres, et des conditionnalités assez légères, hein, c'est ce que je vous disais, les seules conditionnalités, c'est d'utiliser ces prêts pour des mesures de santé directes ou indirectes. Donc, c'est la seule preuve qui doit être apportée pour les États membres. Mais les taux d'intérêt ne sont pas nécessairement avantageux pour tous les États membres. Voilà. Et puis, il faut peut-être voir venir un petit peu aussi, on est encore dans la gestion de l'immédiateté. Parfaitement. Avant qu'Edouard ne conclue, je voulais juste, non pas relayer une question, mais relayer notre programme des prochains jours à l'EIFR, puisque l'intervention de ce matin intervient dans le cadre d'un cycle consacré à l'impact de la crise du coronavirus sur le secteur financier. Nous avons jeudi nos rendez-vous de la régulation financière, un rendez-vous très régulier, semestriel, mais que l'on focalise cette année sur la réponse à la crise sur le secteur financier, là aussi, les initiatives des autorités financières, l'impact sur les chantiers réglementaires, avec un point de situation et des défis du secteur bancaire. Ça, c'est le 18 juin. Le 24 juin, nous avons un point macro sur la situation économique européenne. Le 25 juin, nous avons un point conjoint entre Moody's et la CPR sur la réponse des régulateurs financiers, comment ils se sont adaptés finalement à la crise. Et le 1er juillet, un point plus spécifique avec Moody's, à nouveau, Alain Lorrain, sur la situation du secteur bancaire européen après 3 mois de crise. Voilà. Oui, merci, mais je ne vais pas complètement conclure tout de suite, mais je vais encore redonner la parole à Camille. Non, ce que je veux juste dire, c'est que quand il s'agit d'Europe, la tradition veut que l'ensemble des acteurs présentent un certain scepticisme d'abord. Je pense que ce qui vient de nous être dit et les conditions du succès, c'est d'abord de laisser de côté le scepticisme, de penser autrement et d'être d'abord optimiste. C'est-à-dire que face à ce qui vient de se passer, je pense qu'un énorme optimisme devrait mobiliser à la fois la presse, la communication et les acteurs pour montrer que, en effet, on doit être capable de faire face à ce défi historique qui doit nous mobiliser tous à avoir une approche collective. Mais avant de terminer sur cet optimisme-là, je voudrais poser quand même une dernière petite question, mais juste avec une réponse rapide de Camille. Il y a un autre virus qui se prolifère à l'horizon, qui est le Brexit.
avec une espèce d'enlisement. Comment on va faire face à cet enlisement? Quel est le sentiment que nous avons? Je pense qu'il faudra faire une autre peut-être matinale sur ce sujet lorsqu'on aura après fin juin une meilleure vision. Où est-ce qu'on en est en 2 mots, Camille? Eh bien, en fait, il a été acté, on avait jusqu'au 30 juin, le Royaume-Uni avait jusqu'au 30 juin pour pouvoir demander éventuellement une extension de la période de négociation qui prendra fin au 31 décembre 2020. Ils ont fait le choix de ne pas demander d'extension, donc on a 6 mois pour conclure un accord. Aujourd'hui, le ton est plutôt plus positif dans les communiqués de presse qu'il y a eu, il me semble, hier sur le sujet, mais les négociations sont pas très rassurantes ou très enthousiasmantes par rapport à un accord. C'est d'ailleurs pour ça que la Commission européenne propose de relever de façon permanente le plafond des ressources propres à 1,40 parce qu'il y a un certain nombre d'incertitudes économiques, notamment liées au Brexit, qui font que on va devoir, il nous faut une capacité de réactivité, de mise en place d'instruments spécifiques en fonction des risques qui se matérialiseront ou pas. Si vous me permettez juste une chose, j'ai vu passer une question sur le programme SURE de prêt pour le financement des systèmes nationaux de chômage partiel. On est en train de finaliser les garanties qui devaient être apportées par les États membres. On a déjà 13 États membres, à ma connaissance, la semaine dernière, qui avaient demandé à pouvoir bénéficier de ce système de prêt via SURE. Il y avait seulement 4 États membres qui avaient indiqué ne pas vouloir y recourir, et l'entre-deux hésitant encore à recourir au système SURE ou pas. Voilà. Bon, Camille, merci encore et merci pour ces perspectives optimistes, cette nouvelle solidarité